Alors, lorsque Pierre-François Xavier de Charlevoix entreprend de parler des travaux de son prédécesseur, Gabriel Sagard, dans une section de son histoire des descriptions générales de la Nouvelle-France consacrée à ses sources documentaires, c'est pour lui reprocher d'emblée de nous apprendre peu de choses intéressantes. Je le cite. L'auteur de cet ouvrage avait demeuré quelque temps parmi les Hurons et raconte naïvement tout ce qu'il a vu et ouï dire sur les lieux. Mais il n'a pas eu le temps de vérifier tout ce qu'on lui avait dit. Le vocabulaire huron qu'il nous a laissé prouve que ni lui ni aucun de ceux qu'il a pu consulter ne savait bien cette langue, laquelle est très difficile. Assurément, Charlevoix pensait pouvoir faire mieux et ce passage nous invite à revisiter son œuvre afin de vérifier s'il a été en mesure d'éviter lui-même les travers d'une représentation naïve, de seconde main, voire qui relèverait carrément de l'invention. Le corpus est cependant trop vaste pour en faire le tour le temps d'une communication. Aussi me semble-t-il plus commode de m'attarder à une section en particulier qui a le mérite d'aborder les enjeux qui nous interpellent aujourd'hui, puisqu'il est question de Huron, de représentation et d'appropriation en quelque sorte. Alors, ne pouvant prétendre pour ma part à aucune expertise valable en histoire, en ethnologie, en anthropologie, en littérature de Nouvelle-France, ni même en matière de récit viatique, mon approche méthodologique, ma zone de confort, se bornera à quelques éléments de rhétorique et d'épistolographie. Un passage en particulier retiendra mon attention et il intervient dans un journal d'un voyage fait par ordre du roi dans l'Amérique septentrionale, lequel prend la forme d'une correspondance adressée à Madame la duchesse de Lesdiguières dans le 3e tome de l'édition de 1744 de l'Histoire de la Nouvelle-France. Toutefois, avant d'en faire l'analyse, il importe de mieux contextualiser mon propos en regard de la problématique du colloque d'aujourd'hui, Huronie représentée, mythologie et appropriation, ainsi que des objectifs de la chaire de recherche sur la parole autochtone. Les travaux de la CRPA sont articulés autour de 4 axes historiques, dont les 2 premiers s'intéressent pour l'un à la parole déformée et visent à rendre compte des malentendus occasionnés par les premiers contacts, et pour l'autre, c'est le 2e axe, à la parole détournée, dans une perspective idéologique ou polémique à l'époque des Lumières, au moment où, par exemple, la figure du bon sauvage est instrumentalisée à des fins critiques. Pour rappel, notre mission consiste à baliser un certain nombre de textes en fonction de chacun des axes à l'étude, de manière à en faire valoir l'intérêt dans la perspective d'une ethno-histoire à développer en collaboration avec des chercheurs autochtones. L'enjeu n'est pas pour l'instant, et parce que les moyens nous manquent, très franchement, d'analyser ces corpus en profondeur, mais il s'agit tout juste de planter des drapeaux sur les lieux où nous pensons qu'il serait intéressant de revenir pour procéder à la mise en résonance du patrimoine écrit de la Nouvelle-France avec le savoir transmis par la tradition orale. C'est aux partenaires autochtones qu'il incombe, en dernière analyse, de juger si le jeu en vaut la chandelle. Voici ce que nos archives racontent à votre sujet, leur dit-on. Hein? Dites-nous ce qu'il faut en penser, quelle est la part de vérité à vos yeux, et comment peut-on en rectifier ensemble les distorsions, les biais idéologiques ou éventuellement d'autres erreurs d'interprétation. Selon Linda Tuiwai Smith, chercheuse autochtone et auteure de Decolonizing Methodologies, Research and Indigenous People, une telle entreprise se heurte nécessairement au dilemme auquel est confrontée toute recherche autochtone. Prendre appui sur les écrits de la machine colonisatrice, dont font partie les discours anthropologiques et ethnologiques, ou faire l'impasse sur tout ce qui a été écrit au nom d'une autonomie de la pensée autochtone. Dans la mesure où la mission de la pensée autochtone consistait à extirper le savoir traditionnel du carcan de la colonisation, son besoin d'émancipation l'a obligée ainsi à ignorer ce qui se faisait autour d'elle, autant les bons que les mauvais coups. C'est le principal défi de la chaire depuis le début, de trouver des partenaires autochtones avec qui entrer en dialogue, alors qu'on saisit très bien la part de méfiance, fondée en raison, que notre approche inspire. Et si l'on admettait dès le début de nos travaux qu'un tel partenariat pourrait bien ne pas aboutir, il n'a jamais été question de faire l'histoire de la parole autochtone sans les principaux intéressés ou malgré eux. Quoi qu'il arrive, il subsistera quelques drapeaux plantés çà et là pour qui voudra bien s'en saisir. Entre autres drapeaux, il convient d'en laisser un, je pense, aux côtés de Charlevoix, dont l'œuvre historique abonde en représentation, récupération de la parole autochtone.
En guise de prolegomène à une telle étude, je me propose d'analyser un extrait qui me semble particulièrement représentatif d'une mise à profit idéologique de l'éloquence sauvage. C'est dans la 21e lettre adressée à la duchesse de Lesdiguières que je puiserai mes preuves, puisqu'elle annonce d'entrée de jeu qu'il s'agit de faire le portrait des sauvages du Canada, leurs bonnes et leurs mauvaises qualités, et qu'il y ait notamment question des Hurons, sans que s'opère cependant une différenciation très nette des nombreux peuples évoqués. Alors, il est question des Iroquois, des Hurons, des Outaouais, des Illinois, des Outagamie aussi. Mais compte tenu du fait que Charlevoix situe sa narration dans le contexte d'un séjour en Ontario et au Michigan, on peut présumer que les sauvages du Canada dont il parle sont d'abord ceux de la nation Huronne, dispersés à l'ouest comme à l'est de leur territoire naturel par les guerres iroquoises du siècle précédent. Du choix de la forme épistolaire pour rendre compte de son voyage, il me faut dire quelques mots préalables pour souligner que la chose, en fait, n'a rien d'inusité, en même temps qu'elle n'est pas tout à fait indifférente. C'est la forme usuelle, la lettre, de la relation de voyage depuis le début de la colonie, et on en retrouve maintes illustrations, notamment chez La Poterie, Marie Guyard, dite de l'Incarnation, à laquelle Charlevoix consacre d'ailleurs une biographie en 1724. L'auteur expose ses motivations dans la toute première lettre qu'il adresse, comme toutes les autres, à la duchesse de Lesdiguières. C'est la citation suivante. « Madame, vous avez souhaité que je vous écrivisse régulièrement, par toutes les occasions que j'en pourrais trouver, et je vous l'ai promis, parce qu'il ne m'est pas permis de vous rien refuser. Mais je crains fort que vous ne vous lassiez bientôt de recevoir mes lettres, car je ne puis me persuader que vous les trouveriez aussi intéressantes que vous avez cru qu'elles le devaient être. Vous n'aurez qu'un journal tronqué, et sans suite. D'ailleurs, je ne sais pas trop de quoi je les remplirai. Alors, nous voici donc confrontés dès la première lettre à la causa scribendi, la raison pour écrire, aux détails du pacte épistolaire, avec captatio benevolentiae et topos d'humilité en prime. Rien n'y manque, et l'on voit bien que le père jésuite a parfaitement assimilé ses leçons de rhétorique. Il s'agit bien sûr de justifier le caractère informel du journal, sans propos ou ordre précis, et d'autoriser la prise de parole d'un « je » sans grande distinction, alors qui nous dit en quelque sorte « je parlerai de moi parce que vous me l'avez demandé et que je ne peux rien vous refuser ». Le choix de la destinataire n'est pas indifférent non plus, puisque s'adresser à la noblesse, c'est espérer se faire entendre à travers l'ensemble de l'aristocratie, ce qui nous situe aussi en regard du public premier. Enfin, opter pour une correspondance personnelle plutôt que de composer un récit rétrospectif, c'est prétendre davantage encore au discours de véridicité. Aussi, Charlevoix écrit-il, je le cite, « Je ne me sens point d'inclination à forger des aventures. J'ai déjà fait l'expérience de ce que dit un ancien, qu'on ne change point le caractère en passant par la mer, ni en changeant de climat, et j'espère conserver celui de sincérité que vous me connaissez. » La dimension dialogique de la forme épistolaire lui permet de faire entrer en dialogue le nouveau et l'ancien monde, avec sa subjectivité pour seul truchement, puisque les réponses éventuelles de sa correspondante ne seront pas publiées, accréditant le caractère, somme toute, accessoire de la forme épistolaire. S'il est question des Autochtones dans presque toutes les lettres, c'est la 21e, datée du mois de juillet 1721, qui retient ici mon attention parce que Charlevoix entreprend d'y faire le portrait des sauvages, donc, alors que des vents contraires l'empêchent momentanément de poursuivre son exploration du territoire ancestral huron. Il s'arrête alors sur une île où, prétexte-t-il, ce sont ces mots, « je vais m'y désennuyer en achevant de vous faire connaître les habitants naturels de ce vaste pays, dont j'ai déjà parcouru une bonne partie. » Débute alors un portrait de pied en cap qui s'attarde en premier lieu aux caractéristiques physiques des Autochtones, insistant sur leur robustesse, leur complexion saine, la souplesse de tous leurs membres et leur corps capable de faire et de souffrir, ce sont ces mots, des choses incroyables. Certes, il leur reconnaît aussi quelques vices, dont la lascivité des femmes, bien entendu, qui entraîne une corruption générale des mœurs et une passion dévorante pour l'eau-de-vie aussi, par ailleurs, que les Européens leur ont portée. Et, je le cite, qui n'a pas peu contribué au dépérissement de toutes ces nations qui se trouvent aujourd'hui réduites à moins que la 20e partie de ce qu'elles étaient il y a 150 ans. Fin de la citation. Mais très rapidement, il en vient à parler des grands avantages qu'ils ont sur nous, soulignant en premier lieu la perfection de leur sens, soit intérieur, soit extérieur, et leur imagination qui tient du prodige. Ici, le mot « imagination » est à entendre au sens de mémoire, plutôt que de faculté d'invention, puisque Charlevoix insiste sur la capacité qu'ils ont à retenir tous les détails, ainsi que sur leur sens de l'orientation hors du commun. Je le cite, « Il leur suffit d'avoir été une seule fois dans un lieu pour en avoir une idée juste, qui ne s'efface jamais. Quelque vaste et peu battue que soit une forêt, ils la traversent,
sans s'égarer, dès qu'ils se sont bien orientés. Fin de la citation. Pour l'historien, il est clair qu'il s'agit d'une capacité innée, et non pas seulement le fruit de leur observation attentive des lieux, puisque les enfants s'orientent aussi sûrement que les adultes, même s'ils n'ont jamais quitté leur village. Après avoir fait l'inventaire des qualités physiques et morales des Autochtones, Charlevoix en vient à parler de leur éloquence naturelle. Et du coup, l'imagination, qui était initialement liée à la faculté mémorielle, retrouve ici son sens habituel de faculté d'invention. Prochaine citation. La beauté de leur imagination en égale la vivacité. Et cela paraît dans tous leurs discours. Ils ont la répartie prompte et leurs harangues sont remplies de traits lumineux qui auraient été applaudis dans les assemblées publiques de Rome et d'Athènes. Alors, le parallèle avec les anciens pourra sembler outrancier, mais c'est un lieu commun, en fait, des récits viatiques de Champlain jusqu'à Marie de l'Incarnation, en passant par Brébeuf et le Jeune. Et l'abondance des témoignages à cet effet nous donne à penser qu'il s'agit là d'un trait caractéristique de ces cultures qui semblent valoriser l'expression orale par-dessus tout. Pour Charlevoix, cette éloquence admirable ne semble pas être le fruit d'une technique enseignée. Leur éloquence a cette force, ce naturel, ce pathétique que l'art ne donne point, que les Grecs admiraient dans les barbares. Et quoiqu'elle ne paraisse point soutenue par l'action, qu'ils ne gesticulent point, qu'ils n'élèvent point la voix, on sent qu'ils sont pénétrés de ce qu'ils disent et ils persuadent. Ils n'ont que faire des artifices de l'axio, puisque leur éloquence prend racine dans l'expression naturelle et la conviction sincère. Quant à leur narration, elle est nette et précise, et quoiqu'elle use beaucoup d'allégories et d'autres figures, elle est vive et a tous les agréments que comporte leur langue. Cependant, c'est leur mémoire, leur force de pénétration et leur jugement qui en font véritablement des orateurs nés. Prochaine citation. Il serait surprenant qu'avec une si belle imagination, ils n'eussent point la mémoire excellente. Ils sont dépourvus de tous les secours que nous avons inventés pour soulager la nôtre ou pour y suppléer. Cependant, on ne peut dire de combien de choses, avec quels détails, de circonstances et avec combien d'ordres ils traitent dans leurs conseils. Et en quelques occasions néanmoins, ils se servent de petits bâtons pour se rappeler les articles qu'ils doivent discuter et ils s'en forment même une manière de mémoire locale si sûre qu'ils parleront 4 ou 5 heures de suite, étaleront 20 présents, dont chacun demande un discours entier sans rien oublier et même sans hésiter. Il est question ici, bien sûr, des colliers de wampum qui servaient à consigner symboliquement les paroles prononcées dans le contexte d'ambassade ou à des fins diplomatiques. Car ces nations qui, croyait-on, ignoraient tout de l'écriture, avaient trouvé en fait une manière d'écrire autrement, comme l'a évoqué Sarah tout à l'heure, par l'image aussi, en s'appuyant sur des moyens mnémotechniques d'une efficacité indéniable. Pour bien comprendre ce que Charlevoix est en train de faire ici, il faut prendre un peu de recul et envisager la situation rhétorique dans son ensemble. Nous ne sommes plus au début de la colonisation, dans un contexte où la valorisation des Autochtones dans les relations de voyage vise le plus souvent à alimenter la propagande des missions, en donnant à penser que d'aussi bonnes dispositions naturelles chez les sauvages sont garantes de conversion facile, le temps des grandes ambitions missionnaires, en fait, est révolu. Et Charlevoix ne semble pas entretenir d'illusions quant à la reprise éventuelle de l'évangélisation des masses. À quoi rime, d'abord, un portrait aussi complaisant des sauvages canadiens? Il ne saurait s'agir de se ménager de bons rapports avec eux, puisque ce ne sont pas les destinataires du récit de Charlevoix, ni même d'ailleurs les colons français ou les autres Canadiens. Il faut garder à l'esprit qu'à travers la duchesse de Lesdiguières, c'est à une élite cultivée, en fait, que l'auteur s'adresse pour se faire le théoricien d'un primitivisme nord-américain où la figure du bon sauvage invite l'Européen à réfléchir au fondement de la prétendue supériorité de sa civilisation. Chacune des qualités reconnues aux Autochtones semble le reflet contraire d'un défaut européen. Je le cite, « Ils ont le jugement droit et solide. » Et on croirait l'entendre ajouter « eux ». Ils vont d'abord au but, eux, sans s'arrêter, sans s'écarter et sans prendre le change, eux. Ils conçoivent aisément tout ce qui est à leur portée. Hein. On sait bien à qui ils s'adressent à travers ça. Et comme si le portrait n'était pas assez flatteur encore, Charlevoix en vient à reconnaître à ses païens sans éducation une noblesse d'âme supérieure à celle de ses concitoyens. La plupart ont véritablement une noblesse et une égalité d'âme à laquelle nous parvenons rarement avec tout le secours que nous pourrons tirer de la philosophie et de la religion. Toujours maîtres d'eux-mêmes. Dans les disgrâces les plus subites, on n'aperçoit pas même sur leur visage la moindre altération. Un capitaine Huron fut un jour insulté et frappé par un jeune homme. Ceux qui étaient présents voulaient sur le champ punir cette audace. « Laissez-le, reprit le capitaine,
N'avez-vous pas senti la terre trembler? Il est suffisamment averti de sa sottise. Le journal de Charlevoix abonde en citations et mots d'esprit de la sorte. Et compte tenu du fait qu'il avoue méconnaître les langues autochtones, il est tout de même étonnant de constater qu'il n'hésite pas à rapporter leurs propos en style direct. Tout cela participe en fait d'un effort de construction, on serait tenté de dire de fabrication, d'une identité autochtone générique où l'appartenance à telle ou telle nation, si elle est explicitée, comme dans l'anecdote du capitaine Huron, et il précise que c'est un Huron, n'est pas véritablement en fait un trait distinctif. Son propos, c'est de représenter l'homme sauvage en général en tant que figure exemplaire à opposer à une civilisation jugée décadente. Mais ce qui surprend infiniment dans des hommes dont tout l'extérieur n'annonce rien que de barbares, c'est de les voir se traiter entre eux avec une douceur et des égards qu'on ne trouve point parmi le peuple dans les nations les plus civilisées. Cela vient sans doute en partie de ce que le mien et le tien, ces paroles froides, comme les appelle saint Chrysostome, mais qui, en éteignant dans nos cœurs le feu de la charité y allument celui de la convoitise, ne sont point encore connus de ces sauvages. Qu'est-ce qui nous autorise à penser que ces représentations de l'homo eloquens autochtone participent d'une récupération idéologique qui vise explicitement l'Ancien Monde? C'est parce que Charlevoix s'emploie lui-même à souligner les contrastes culturels au détour de ses commentaires élogieux et comme de manière incidente. C'est la prochaine citation. « On n'est pas moins charmé de cette gravité naturelle et sans faste qui règne dans toutes leurs manières, dans toutes leurs actions, et jusque dans la plupart de leurs divertissements, ni de cette honnêteté de ces déférences qu'ils font paraître avec leurs égaux, ni de ce respect des jeunes gens pour les personnes âgées, ni enfin de ne les voir jamais se quereller entre eux avec ces paroles indécentes et ces jurements si communs parmi nous. Toute preuve d'un esprit bien fait et qui sait se posséder. » Ainsi, le portrait positif qu'il brosse des Autochtones voit son double négatif se profiler simultanément et sans que l'auteur n'ait à mettre en cause sa civilisation de manière directe, ni surtout à critiquer ses propres maîtres, éventuels bailleurs de fonds. Cette mise à profit du mythe du bon sauvage, cette énième mise à profit du mythe du bon sauvage, repose pour l'essentiel sur le détournement et la caractérisation d'un art de la parole, appréhendé en fonction d'une épistémée dont les référents sont européens et gréco-latins. C'est l'idéal ancien du vir bonus dicendi peritus, un homme de bien qui sait parler, dont on ne sait trop s'il est bon parce qu'il parle bien ou qu'il parle bien parce qu'il est bon, mais qui correspond, en tout cas, chez Charlevoix, théoricien du primitivisme, à une valorisation de l'état de nature en regard des périls de la civilisation. En accumulant paroles mémorables et exempla tout au long de son journal, tout comme dans l'œuvre historique d'ailleurs, en détaillant les compétences discursives des peuples d'Amérique et en procédant par induction et généralisation, il s'emploie à construire un ethos, c'est-à-dire l'image de soi projetée par le locuteur, un ethos collectif qui accrédite la supériorité morale des Autochtones et dont l'éloquence naturelle serait la manifestation la plus patente. En fait de parcours, et au terme d'une telle série de manipulations, déformations et appropriations de la parole de l'autre, et à ce propos, il faut reconnaître qu'il fait mieux que Sagard, où on en vient à se demander ce que l'on peut récupérer, ce que l'on peut espérer récupérer d'authentique et de pertinent dans les observations ethnographiques de l'auteur. Mais il n'y a pas lieu de désespérer tout à fait, et c'est ma conclusion. Selon Claude Lévi-Strauss, l'ethnographie est à l'ethnologie ce que la fouille archéologique, je pense à toi, Éric, est à l'archéologie. C'est une cueillette de données qui attend l'interprétation. Si on peut à bon droit remettre en cause les conclusions de Charlevoix, ethnologue, il demeure néanmoins possible de récupérer un certain nombre de données ethnographiques brutes pour en proposer une interprétation nouvelle, comme un archéologue pourrait tirer des enseignements inédits de la comparaison d'artefacts trouvés ailleurs. Sur quoi peut bien s'appuyer une archéologie ou une ethnologie de la parole autochtone chez Charlevoix pour l'affranchir de sa subjectivité, d'une conception du primitivisme en phase avec l'idéologie des Lumières, voire carrément de son épistémée? Eh bien, contre toute attente, all is not lost in translation, tout n'est pas perdu dans la traduction, ni même dans l'entreprise de récupération idéologique. Revenons sur ce qui a été dit plus tôt. Citation, « Leur narration est nette et précise, et quoiqu'ils usent beaucoup d'allégories et d'autres figures, elle est vive et a tous les agréments que comporte leur langue. » Fin de la citation. On retrouve dans l'œuvre de Charlevoix une abondance de citations en style direct ou indirect, de discours, de paroles mémorables, d'allégories, d'exemplats et même de fables qui constituent autant d'occasions d'apprécier l'éloquence sauvage en action, indépendamment de la langue d'origine et dont on peut valider
la pertinence et les principes par une confrontation au savoir préservé par la tradition orale autochtone. Lorsque Charlevoix rapporte le récit que font les Hurons de la création du monde, est-il conforme à ce que les Wendat racontent aujourd'hui? Sinon, quelles sont les variantes? À quoi peut-on les imputer? Et lorsque le soleil est invoqué dans presque tous les discours diplomatiques, est-ce que ce topos trouve des échos dans la mémoire collective autochtone? Quelle mise à profit fait-on de l'exemplum? Procède-t-on par induction ou déduction? Quel est le registre de prédilection dans les conseils? S'apprend-il au mode délibératif, démonstratif, judiciaire, conversationnel, entendu non pas au sens de catégorie générique de la rhétorique gréco-latine, mais de modalité argumentative universelle? Est-ce vrai, enfin, que le pathos joue toujours un rôle si prépondérant dans leur discours? Voilà autant de questions qui ne peuvent trouver de réponse que par la mise en résonance des archives allochtones et de la mémoire ancestrale, dans l'espoir, sans doute naïf, mais parfaitement assumé, de dégager la parole autochtone des scories de l'appropriation. Merci.